Bonjour. On plonge aujourd'hui dans une question assez brûlante. La situation humanitaire à Gaza, on le sait, est dramatique, surtout depuis les événements d'octobre. Près de 90% de la population a été déplacée. Oui, c'est une catastrophe humanitaire majeure. Et pourtant, une chose interpelle. Pourquoi les pays voisins, on pense surtout à l'Égypte, à la Jordanie, gardent leurs frontières principalement fermées aux réfugiés palestiniens? C'est la grande question. Et la réponse, elle n'est pas simple du tout. Elle plonge ses racines dans l'histoire, dans des réalités politiques très complexes. Exactement. Il faut remonter d'abord à 1948, la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens au moment de la création d'Israël. Là, on parle d'environ 700 000 personnes qui ont été déplacées. 700 000, déjà à l'époque. Oui, et les pays arabes voisins les ont accueillis. Mais l'idée à la base, c'était que ce soit temporaire, pour maintenir vivant leur droit au retour. Donc pas vraiment d'intégration. Et on voit le résultat aujourd'hui, des camps pensés comme temporaires, qui sont devenus permanents. Et puis, il y a une deuxième vague importante après. Absolument. En 1967, la guerre des 6 jours. Là, c'est plus de 300 000 nouveaux réfugiés. Ça a considérablement aggravé la situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on compte les descendants, on arrive à près de 6 millions de personnes. C'est la population de réfugiés la plus ancienne, la plus nombreuse du monde. C'est ça. Et leur histoire dans les pays d'accueil a été, disons, mouvementée. Oui, parce que l'accueil n'a pas été uniforme partout, loin de là. Prenons la Jordanie. Alors, la Jordanie, c'est un cas un peu à part. Elle a accordé la citoyenneté à beaucoup de réfugiés, surtout ceux qui venaient de Cisjordanie, qu'elle avait annexée à l'époque. Mais même là, l'intégration n'est pas totale. Et surtout, il y a l'ombre de Septembre Noir. Septembre noir 1970. Un événement majeur. Ah oui, un conflit armé très violent entre l'armée jordanienne et l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui était devenue très puissante en Jordanie. Ça a failli virer à la guerre civile. Et ça s'est terminé par l'expulsion de l'OLP. Exactement. Et ça a laissé une méfiance vraiment profonde et durable en Jordanie vis-à-vis des factions palestiniennes armées. Une peur de déstabilisation interne. On imagine que cette mémoire joue encore aujourd'hui. Et au Liban, c'était encore une autre histoire, hein. Oui, très différent. Au Liban, les réfugiés palestiniens ont été en fait délibérément maintenus apatrides, avec très peu de droits, des restrictions sur l'emploi, etc. Pourquoi cette politique, hein? La crainte principale, c'était de bouleverser l'équilibre confessionnel extrêmement fragile du Liban. Et là aussi, la présence armée de l'OLP a été vue comme un facteur important dans le déclenchement de la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 1990. Donc des expériences très négatives aussi bien en Jordanie qu'au Liban. Oui, et il ne faut pas oublier le Koweït. Ah oui, le Koweït, c'est moins connu peut-être, mais les chiffres sont énormes. Absolument. Après la guerre du Golfe en 1991, le Koweït a expulsé quasiment toute la communauté palestinienne. On parle d'environ 400 000 personnes. 400 000, c'est gigantesque. Pourquoi? C'était une mesure de rétorsion parce que l'OLP d'Arafat avait soutenu Saddam Hussein. Il y a même une citation terrible d'Arafat qui comparait ce traitement par un pays arabe frère à celui d'Israël. Ça en dit long. On voit bien se dessiner ce schéma assez constant finalement, un soutien affiché, public, à la cause palestinienne. Oui, la rhétorique est là. Hmm. Mais dans les faits, une grande méfiance, un refus d'intégration, parfois même des expulsions massives. Le statut de réfugié est presque maintenu comme un outil politique. C'est ça. Maintenir ce statut, c'est aussi une façon de maintenir la pression sur Israël concernant le droit au retour, ce principe qui voudrait que les réfugiés de 48 et leurs descendants puissent revenir. C'est une stratégie politique en quelque sorte. Et tout ça nous ramène à aujourd'hui, à la situation après octobre 2023. La réaction de l'Égypte et de la Jordanie a été très ferme, très rapide. Immédiate, oui. Un non très clair à un accueil massif de réfugiés venant de Gaza. Le message, c'est point. Le problème doit être réglé à l'intérieur des territoires palestiniens. Quelles sont les raisons avancées pour justifier cette position? La sécurité revient souvent. C'est le premier argument et il est crucial. Pour l'Égypte, il y a la peur de déstabilisation du Sinaï, juste à côté, avec le risque d'infiltration d'éléments extrémistes. Hmm. Et puis il y a la crainte, nourrie par les leçons du passé en Jordanie et au Liban, que des groupes armés, comme le Hamas, s'installent et opèrent depuis leur territoire. Ce qui pourrait entraîner des représailles d'Israël et menacer leur propre sécurité, voire leur traité de paix. Exactement. C'est un risque qu'ils ne veulent absolument pas prendre. C'est une question de sécurité nationale pour eux. Et au-delà de la sécurité, il y a des considérations plus politiques, plus pragmatiques, j'imagine, hein. Bien sûr.
Accueillir potentiellement des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés, ça représente un fardeau économique et social énorme. Difficilement soutenable. Très difficilement. Et politiquement, c'est plus simple, moins coûteux de condamner Israël, d'appeler à l'aide humanitaire que d'ouvrir grand les portes. Il y a aussi cet argument qu'accepter un exode massif, ça reviendrait à entériner une forme de nettoyage ethnique, à vider Gaza de sa population. C'est un argument politique très fort, oui. Les dirigeants arabes disent qu'ils veulent protéger le droit au retour, protéger la cause palestinienne en maintenant les Palestiniens sur leur terre. Accepter l'exode, ce serait faire le jeu d'Israël, selon cette logique. Ce qui place les Palestiniens de Gaza dans une situation absolument terrible. Partir pour survivre, mais risquer de ne jamais revenir. C'est un dilemme atroce. Ouais. Ou rester, au péril de sa vie, pour refuser cet exil définitif. Exactement. Ils sont pris en étau entre les bombardements et des frontières closes par des voisins qui, tout en affirmant leur soutien, agissent selon leurs propres intérêts sécuritaires et politiques, façonnés par cette longue et douloureuse histoire. Donc si on essaye de synthétiser, ce refus des pays arabes, ce n'est pas juste du cynisme ou un manque de solidarité, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus. C'est un mélange d'expériences historiques, traumatisantes, de craintes sécuritaires bien réelles et de calculs politiques pragmatiques, Une situation incroyablement complexe. précisément. Et ça nous laisse avec une question vraiment difficile, je trouve. Comment on fait pour concilier le principe politique, qui est de refuser un déplacement forcé et permanent pour préserver une cause nationale, Mhm. et l'urgence humanitaire absolue, la nécessité de sauver des vies humaines qui sont prises au piège dans des conditions épouvantables? Quelle est la part de responsabilité de chacun, au final, au-delà des mots? La question reste ouverte.